Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères éditrices, chers éditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 23 décembre 2020. Aujourd'hui, nous continuons nos entrevues de bilan de l'année et nous aurons le plaisir de recevoir Marie-Ève Bruni-Kitchen, directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, plus Madame Soraya Manternez, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, et Madame Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole. Mais avant, nous avons le plaisir de recevoir Madame Magda Popiano, conseillère de ville pour le district de Côte-des-Neiges, vice-présidente du comité exécutif de la ville et responsable de la culture montréalaise. Madame Popiano, bonjour. Oui, bon matin. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va. Bon matin à tout le monde. Super. Alors voilà, nous continuons nos entrevues de faire une idée un peu ce qui se passe, le bilan de l'année, surtout avec au niveau municipal. Votre administration a présenté récemment le plan de climat qu'il a qualifié d'audacieux. Pouvez-vous nous présenter les orientations de ce plan et les attentes de ce plan climat? Oui, bon, écoutez, c'est sûr que le contexte de crise lié à la pandémie amène une panoplie de défis sociaux et économiques, on le vit pleinement, mais toutefois, on ne peut pas faire fi de la crise climatique et le défi du siècle, en réalité, la fenêtre de temps dont l'on dispose pour globalement réussir la transition écologique est très courte et on ne veut certainement pas dépasser le 1,5 degré d'augmentation moyenne de température. Donc, il est impératif d'agir sur la question climatique, nonobstant la pandémie. Et au contraire, il faut se servir de nos leviers de relance économique pour inscrire dans une perspective de relance verte en accord avec nos cibles climatiques. Donc, nous avons pris plein de mesures, investir dans le transport en commun, investir dans les infrastructures pour le cyclisme, dans les bornes électriques, vous savez, décarbonisation des livraisons. Nous avons annoncé le projet Colibri, une réglementation pour rendre les bâtiments plus efficaces, verdissement et réduction des îlots de chaleur, plein d'actions en bâtiment. Donc, nous avons dit la lutte au changement climatique est l'affaire de tous. Or, la ville est en première ligne quand vient le temps de faire face aux différents aléas climatiques, inondations, vagues de chaleur accablantes. Donc, il est tout à fait normal que la ville travaille autant à lutter contre les changements climatiques qu'à s'y adapter. Donc, le plan climatique reflète cette volonté de la ville de ne pas rester inactif face à ces changements. Mais la ville, est-ce qu'il va rester, il va travailler en seul ou bien il va travailler en arrimage avec les 10 autres paliers du gouvernement pour atteindre ces objectifs? Certainement. Et puis, ce plan climatique se veut une feuille de route très pragmatique pour atteindre les cibles nécessaires d'un point de vue scientifique par rapport au changement climatique. D'ailleurs, dans la mesure où la science, où les sources actuelles le permettent, des cibles chiffrées ont été indiquées comme indicateurs dans les différents chapitres du climat. Donc, on s'arrime bien sûr avec les plans de lutte au changement climatique, autant du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral. Et je tiens à souligner que nous avons élaboré ce plan à l'aide d'un comité consultatif où faisaient partie notamment les membres de la Fondation David Suzuki, le Creux Montréal, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, le Vivre en ville et plein d'autres organismes. Et c'est le premier rôle de la ville d'être exemplaire. Donc, nous avons prévu d'intégrer la société civile dans cette réflexion, mais surtout dans l'application du plan. Par exemple, des mesures en lien avec les bâtiments ne sont pas simples à mettre en place. Donc, on veut travailler avec les gens de l'industrie, de Québec Énergie, afin d'arriver à les mettre en œuvre de façon la plus harmonieuse que ce soit.
Et nous entrons aussi des discussions avec l'IDU pour travailler en collaboration avec eux pour trouver des pistes de solutions. Donc, effectivement, une feuille de route très ambitieuse. Vous avez parlé de relance économique. Jusqu'à quel point ce plan il est arrimé avec la relance économique, notamment en lien avec le transport, et je parle spécifiquement peut-être de projet REM vers l'Est? Ben, effectivement, plus on va avoir du transport collectif, plus les Montréalais vont comprendre que la voiture solo, ce n'est pas la solution de transport adapté. Donc, c'est un investissement majeur et on tient à remercier le gouvernement du Québec de revitaliser l'Est de l'île et de permettre aux Montréalais de l'Est de se déplacer de manière du 21e siècle. Un autre enjeu, pas juste qui concerne Montréal, mais qui concerne le pays au complet, c'est l'itinérance. Le campement de la rue Notre-Dame était un signal fort sur la question de l'itinérance. Est-ce que les refuges sont la solution? Je tiens à vous dire que depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé sans relâche avec le réseau de la santé, les organismes communautaires, afin de venir en aide aux personnes en situation d'itinérance et en mettant en place une série de mesures sans précédent dans la métropole. Nous avons ouvert des centaines de nouvelles places dans des refuges, réquisitionné des hôtels. On a ouvert des centres de jour et des actes de chaleur partout à Montréal. Et aussi, on a mis en place des navettes pour faciliter la circulation entre toutes ces ressources. Depuis juillet, nous avons travaillé aussi avec les campeuses et les campeurs de Notre-Dame dans le respect et dans la dignité surtout, afin de mettre à leur disposition tous les moyens pour répondre à leurs besoins. Nous avons déployé sur le site des équipes d'intervention sociale, notre commissaire aux personnes en situation d'itinérance, et nos équipes sont allées sur place régulièrement pour entendre leurs besoins. Nous avons travaillé avec les organismes communautaires pour leur trouver du logement. Les préventionnistes en sécurité incendie sont allés régulièrement pour faire de la sensibilisation face aux enjeux de sécurité posés par un campement. Et nous avons donné accès en service d'entreposage, de transport vers les ressources. Donc, même si l'itinérance est une responsabilité du gouvernement du Québec, nous avons fait tout ce que c'était possible et tout ce que nos ressources aussi assez limitées nous permettaient pour que ces gens-là soient traités de manière le plus dignement possible. Mais il y a quelques semaines, vous le savez, une tente a pris feu à cause d'une chandelle et une bonbonne de propane à proximité présentait vraiment un danger d'explosion. Alors, heureusement, il n'y en a eu aucun blessé ni mort ce jour-là, mais le constat du directeur du service de la sécurité d'incendie était sans équivoque. Les dangers étaient trop importants et on ne pouvait pas risquer qu'une personne perde la vie. Donc, le site n'était plus sécuritaire pour les campeurs et aussi pour les résidents à proximité. Donc, ils ont ordonné l'évacuation d'urgence. Donc, il a failli... on a dû agir rapidement pour éviter une catastrophe. Donc, mais l'opération, je tiens à le dire, était extrêmement délicate et complexe parce qu'évidemment, elle concerne des êtres humains qui sont très vulnérables, qui ont aussi une panoplie de problèmes. Donc, écoutez, cette précarité a été pratiquement exacerbée par la pandémie, notamment aussi à cause des sous-investissements qui durent depuis des décennies en habitation surtout, donc dans les services sociaux. Et je lance aussi un cri de cœur parce qu'il est plus que le moment que les gouvernements d'Ottawa et du Québec prennent leurs responsabilités et mettent en place des solutions pérennes et structurantes pour sortir ces gens-là de la rue, parce que la ville ne peut pas agir toute seule. Et pour répondre finalement à votre question, effectivement, les refuges ne sont pas la solution à moyen et long terme, mais nous devons travailler ensemble et nous devons arrêter de travailler dans l'urgence. Il faut mettre plus de ressources adaptées, ouvertes à l'année, qui répondent à tous les types de besoins. Bien sûr, il faut augmenter le financement des organismes communautaires qui font le travail en première ligne.
Et ça passe effectivement par le développement du logement social et abordable, d'où l'importance de notre stratégie de 12 000 logements sociaux abordables et notre règlement pour la métropole mixte. Vous êtes responsable de dossiers de la culture. Comment la ville de Montréal soutient le milieu culturel montréalais qui vit des moments difficiles depuis le début de la pandémie? Écoutez, c'est sûr, le secteur culturel emploie près de 23 000 personnes, 100 000 travailleurs environ, et si on englobe les industries culturelles et créatives, donc ça représente beaucoup d'emplois pour des Montréalais et des Montréalaises, et pour grand nombre d'artistes, de techniciennes, une foulée d'autres travailleurs du secteur culturel qui ont été durement impactés par la pandémie. Et on le sait qu'en cette fin d'année 2020, la situation est si préoccupante et que plus de 30% des artistes ont dit envisager sérieusement un changement de carrière. Et ça me touche beaucoup parce qu'on veut garder ces gens-là. On veut que notre métropole reste vibrante et qu'il y a une économie culturelle que nous avons développé collectivement au fil des années. Donc la priorité en 2020 avec la pandémie a été de soutenir l'ensemble de l'écosystème culturel grandement fragilisé, surtout par l'annulation des représentations, mais aussi la fermeture des lieux de diffusion et d'exposition. Donc notre premier réflexe convive a été de participer autant qu'il nous était possible à ces efforts pour assurer la survie des acteurs, petits et grands, et dans l'ensemble de l'écosystème culturel. Donc, dans l'immédiat, ça voulait dire maintenir, nous avons respecté tous nos engagements financiers aux événements culturels malgré leur annulation. On a soutenu aussi leur adaptation en format virtuel. Et je peux vous garantir que cet effort va se poursuivre en 2021 auprès de ces organismes culturels pour que tous les Montréalais et les Montréalaises aient accès à des créations virtuelles ou à des installations extérieures, toujours en respectant les consignes sanitaires, parce que ça a l'air qu'on est parti encore pour un bout de temps dans cette situation. Donc, on va soutenir directement les artistes qui ont besoin d'espaces d'expérimentation et de répétition. La ville aussi a décidé d'augmenter le nombre de résidences dans le réseau Accès Culture en ajoutant 50% de plus cette année. Donc, chaque année, la ville offre en moyenne 150 résidences artistiques dans son réseau Accès Culture. Et grâce à un nouvel appel à projet lancé en juillet, c'est 76 projets artistiques supplémentaires en art de la scène, musique, théâtre, danse, chansons, contes, slam, des arts numériques, art du cirque, art de la rue, qui ont profité des locaux de la ville. Et ce qui est le plus intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle a permis de rejoindre davantage des artistes de la diversité et des artistes émergents, que ça représente 53% de nos artistes sont issus de la diversité, 40% des artistes proviennent de la relève et 65% des artistes, ça serait une première résidence dans les réseaux Accès Culture. Donc l'âge, c'est sûr, c'est un vecteur important pour atteindre un meilleur vivre ensemble, parce que c'est un langage qui nous permet les échanges et les dialogues dont on a grandement besoin dans cette période. Magda Popiano, conseillère de ville pour le district de Côte-des-Neiges, vice-présidente du comité exécutif de la ville et responsable de la culture montréalaise. Je vous dis joyeuses fêtes et au plaisir. Merci, joyeuses fêtes à tous vos auditeurs et prenez soin, respectez les règles. C'est important, ça va bien aller. Merci beaucoup, au plaisir. Merci à vous. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Retour à l'émission Racine, on continue avec des représentants politiques, cette fois avec un autre palier de gouvernement, et j'ai le plaisir de recevoir Madame Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole de la région de Montréal. Madame Rouleau, bonjour. Bonjour, M. Baron.
Alors, peut-être on commence par la crise, comme ailleurs dans le monde. Le Québec est frappé aussi par la pandémie. Comment vous jugez le travail de votre gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire? C'est une crise sanitaire mondiale qu'on gère, je pense, très bien parce que pour nous, l'important, la priorité numéro 1, c'est évidemment de sauver des vies. C'est de faire en sorte de passer à travers cette crise le mieux possible. Évidemment, lorsque tout ça est arrivé il y a plusieurs mois, là, au printemps dernier, personne ne connaissait ce fameux virus. On a appris très rapidement à travailler ensemble avec les différentes équipes. On a mis en place un bureau de commandement pour Montréal qui est très, très opérationnel là, maintenant. Alors, on a fait en sorte que le maximum de Québécois, de Québécoises et évidemment de Montréalais puissent passer à travers cette crise-là. Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour aider, soit sauver des vies, soit évidemment aider tout le niveau économique là, pour que la vie continue malgré cette crise qu'on ne pouvait pas prévoir d'aucune façon. Et alors, que dites-vous à ceux et celles qui réclament une enquête publique sur la gestion de la pandémie? Est-ce qu'il y aura une enquête supplémentaire? Je ne sais trop parce que déjà, il y a 3 enquêtes qui sont en cours là à l'heure actuelle, notamment sur les CHSLD. Alors, je pense que le plus important, c'est de bien gérer notre crise actuelle, de passer au travers. Il y a des mesures quand même exceptionnelles qui ont été mises en place. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il manquait de personnel dans le secteur de la santé et notamment dans les CHSLD. Il manquait de préposés aux bénéficiaires. Le premier ministre, avec cette crise, a mis en place des mesures de formation rapide pour qu'on puisse qu'on puisse combler ce manque le plus rapidement possible, ce qu'on a réussi à faire. Alors, il y a des gestes très, très concrets, mais on a hérité d'un passé, d'un héritage, et il fallait agir avec ça, puis il fallait combler les manques très rapidement. Alors, c'est ce qu'on fait. Et puis, je suis convaincu que nous allons passer à travers tous ensemble là, le vaccin est arrivé. On va pouvoir procéder à la vaccination de tous les citoyens. On a des objectifs très clairs. On a une façon de procéder. Je pense que les choses... il y a une lumière au bout du tunnel, mais il faut continuer à être très, très, très vigilant, très rigoureux. Justin Trudeau a refusé la demande de hausser les transferts en santé. Le Premier ministre François Legault a parlé d'une déception. Est-ce que le refus du Premier ministre Justin Trudeau signifie que le désaccord avec la façon dont le Québec gère cette crise? En fait, je crois que le premier ministre Justin Trudeau doit justifier son refus d'augmenter les transferts en santé parce que ces transferts sont demandés par l'ensemble des provinces du Canada et c'est François Legault, notre premier ministre, qui a pris le leadership, qui a convaincu ses collègues et puis qui a pu établir ce consensus-là. C'est une demande de l'ensemble des provinces du Canada et c'est particulièrement un besoin criant pour le Québec et l'Ontario. Et notre premier ministre et le premier ministre de l'Ontario ont établi une solidarité exemplaire, je dirais, à ce niveau-là. Alors, je pense que la question revient au premier ministre Trudeau.
En tant que ministre délégué au transport et ministre responsable de métropole, qu'est-ce qu'il représente pour vous la récente annonce de prolongement de REM vers l'Est? Quel impact aura ce projet sur l'économie et les citoyens de l'Est de Montréal? Le REM de l'Est qui a été annoncé est une nouvelle extraordinaire pour l'Est de Montréal, mais aussi pour l'ensemble de la métropole et pour toute la mobilité métropolitaine. C'est une annonce, là, un projet de... En fait, le plus gros projet dans l'histoire du Québec là, en transport collectif, c'est 10 milliards d'investissements en transport collectif. Pour l'Est de Montréal, qui va permettre tout un nouveau développement, parce qu'on travaille très, très fort avec plusieurs partenaires, et notamment avec la mairesse de Montréal. On a signé il y a 2 ans la déclaration de l'Est de Montréal, qui est en partie basée sur la mobilité. La mobilité va permettre un redéveloppement, va permettre de desservir des populations qui n'ont pas de transport collectif digne de ce nom. Dans l'Est et dans le Nord-Est, pour Montréal-Nord, par exemple, pour Rivière-des-Prairies, pour Pointe-aux-Trembles, et des secteurs qui sont très mal desservis, des zones d'emploi qui sont très mal desservies. Donc, ça va permettre aux gens d'avoir accès beaucoup plus facilement à ces zones d'emploi pour de bons emplois payants, va permettre aussi à nos jeunes d'avoir accès beaucoup plus rapidement au secteur, aux institutions d'éducation, vers les cégeps et les universités. Alors, ça va rehausser la qualité de vie des gens qui sont mal desservis à l'heure actuelle. Alors, ça va avoir un impact vraiment très positif sur le développement social, le développement économique, bien sûr, parce que de nouvelles entreprises vont venir s'installer, puisque le transport collectif sera très performant. Et sur le plan environnemental, parce que dans l'Est, on sait que c'est un secteur qui a été, un territoire qui a été hypothéqué sur le plan environnemental. Alors, d'avoir ce transport structurant électrique, moderne, rapide, va permettre notamment d'enlever un certain nombre et un nombre certain de voitures, donc va réduire de beaucoup aussi les GES. Donc, ça a un impact très, très, très positif. Et pour l'Est de Montréal, et pour la métropole, et pour le centre-ville de Montréal aussi. Parce que on relie le centre-ville et l'Est. Imaginez, on prenait, en fait, avec le REM, partir de Pointe-aux-Trembles, aller au centre-ville prendra 25 minutes. C'est la moitié moins de temps que le transport collectif actuel, 3 fois moins de temps qu'en voiture en période de congestion. Alors, pour ceux qui veulent avoir accès au centre-ville, quand on va retourner vers nos espaces de bureau au centre-ville là, après la pandémie, ben ce sera un plus très très important. Ça va permettre de revitaliser le centre-ville, ça va permettre de revitaliser l'Est de Montréal, ça va permettre d'assurer une bien meilleure mobilité pour l'ensemble de la métropole. Comme vous l'avez bien dit, le centre-ville est le cœur du développement aussi de Montréal, mais est-ce que le gouvernement, comment le gouvernement va soutenir la relance économique de métropole? Déjà, depuis le jour 1, je vous dirais, on travaille en étroite collaboration avec les chambres de commerce, avec les associations de commerçants, avec les sièges sociaux, avec le milieu culturel, avec le milieu touristique, pour garder vivant le centre-ville qui, évidemment, connaît une période difficile, mais qui se démarque par rapport à d'autres grandes villes dans le monde. Parce que si on regarde notre centre-ville et celui de Toronto, par exemple, on est en bien meilleure posture de par la constitution de notre centre-ville qui est plus
qu'on prend une plus grande mixité d'activités. Mais toujours est-il que encore dernièrement, mon collègue, le ministre de l'Économie, a fait une annonce là très importante. Une entreprise là, qu'on appelle Hospitality Center vient s'établir au centre-ville. 700 nouveaux postes, 700 nouveaux emplois très bien payés, des investissements importants pour amener cette entreprise. Juste au Québec, on a cette année, malgré la pandémie, 2,2 milliards de dollars d'investissements étrangers au Québec et beaucoup, évidemment, dans la métropole et vers le centre-ville par rapport à l'année dernière, qui était une année très florissante où l'économie allait très, très bien. On était à 2 milliards, 64 2 milliards 640 millions de dollars l'année dernière, puis cette année, 2 milliards 200 millions en pleine pandémie. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour notre économie. On y travaille très, 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 très fort. Et dans les conditions actuelles où des entreprises ont des difficultés, des commerces ont des difficultés, on a mis en place de nombreux programmes, soit pour des aides temporaires pour les entreprises, soit des aides d'urgence, soit pour payer une partie des loyers, soit pour maintenir les employés, que les entreprises puissent garder leurs employés et maintenir les salaires. Les villes ont reçu beaucoup d'argent aussi, les municipalités du Québec. La ville de Montréal a reçu de la part du gouvernement du Québec 263 millions pour équilibrer son budget et permettre à la société de transport de maintenir son service sans qu'il y ait de réduction de services, malgré le fait qu'il y ait moins d'achalandage. Donc, il y a énormément de mesures qui sont mises en place pour aider le secteur économique, aider la municipalité, aider tous les secteurs qui ont eu beaucoup de difficultés. Puis à Montréal, au centre-ville, c'est notamment le secteur de la culture qui a eu de la difficulté et le tourisme, bien sûr, parce que encore là, vous savez que le centre-ville de Montréal, c'est un lieu touristique. On a habituellement 11 millions de touristes. Cette année, on a eu 1 million de touristes au centre-ville. Exact. Il y a pas d'employés. On est dans le télétravail. Les étudiants font leurs cours à partir de la maison utilisent les ordinateurs. Alors, évidemment que la situation est pas facile, mais on met en place des mesures pour aider et on est en lien constant avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs du centre-ville pour identifier des façons de peaufiner l'aide ou aller voir parfois dans différents secteurs là, des gens qui pourraient avoir besoin d'une aide particulière. On veut laisser personne derrière. Sur un autre plan, vos collègues, Mme Giraud et M. Carmin, ils ont remis un rapport du groupe d'action sur le racisme pour lutter contre le racisme. Sans des balises législatives, pensez-vous qu'il s'agit plutôt des mesures de sensibilisation ou de formation? Je pense que le travail qui a été effectué par mes collègues dans ce comité est extrêmement important. Ça marque un pas dans l'histoire. C'est une lutte sans merci au racisme.
Et parmi les actions, parce que c'est un plan d'action qui a été proposé, il y a notamment la nomination, la création d'un poste, la désignation, je devrais dire, d'un ministre ou d'une ministre responsable de la lutte contre le racisme. Et ça, là, c'est vraiment un gage de tous les efforts qui sont nécessaires pour l'application des actions au sein du gouvernement et dans notre société. Quelqu'un qui sera réellement responsable. Et je peux vous garantir qu'il n'y a jamais eu une volonté aussi ferme d'agir et de faire les suivis. Et je suis témoin de suivis qui sont faits d'ores et déjà. Alors, on met en place des actions concrètes. Évidemment, oui, d'éducation et de sensibilisation. Bien sûr qu'il faut le faire, mais aussi par des programmes. Par exemple, en éducation, dorénavant, il y aura des programmes sur le racisme, ce qui n'existait pas nécessairement. Alors, et puis, des gestes concrets où les arrestations aléatoires ne seront plus permises. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est pratiquement bon, ça se faisait. On a été témoin de cela. Ça se faisait. Ce sera une interdiction de le faire. Donc, on est vraiment dans des gestes très concrets et, comme on dit, souvent très pragmatiques. Peut-être en lien avec ce sujet, dernière question, si vous permettez, Madame Rouleau, brièvement. Quels sont les efforts, vous êtes élue dans l'Est de Montréal, quels sont les efforts que vous avez mis pour redresser la situation à Montréal-Nord, qui connaît des tensions depuis quelques années? Oui, je suis élue dans l'Est, je connais bien le territoire, bon, évidemment responsable pour l'ensemble de la métropole, mais Montréal-Nord, ça m'a interpellé beaucoup quand j'ai constaté là, que la pandémie exacerbait des inégalités sur le territoire et particulièrement Montréal-Nord qui a été touché. Alors j'ai créé un comité qui regroupe les élus de ce territoire, Emmanuel Dubourg, le ministre fédéral, Paul Robitaille, la ministre de l'Assemblée nationale, la mairesse Christine Black de l'arrondissement. Le bureau de la mairesse de Montréal participe aussi à ces rencontres et parfois Valérie Plante vient à nos rencontres. L'objectif de ce comité, c'est que on a des actions, des gestes à poser et on a là tous les paliers de gouvernement qui sont en mesure d'agir. Évidemment, je suis là et j'amène, moi, le Conseil des ministres avec moi parce que j'interpelle mes collègues du Conseil des ministres sur les différents enjeux, soit au niveau de la jeunesse, soit au niveau de l'habitation, soit au niveau de la sécurité, soit au niveau de la santé, la famille, etc. Alors, ensemble, on procède à une coordination des actions. Alors, plutôt que d'avoir des gestes isolés, la coordination permet d'avoir un impact beaucoup plus grand sur le territoire de Montréal-Nord. Et on fait intervenir aussi des partenaires, ça peut être des entreprises privées, ça peut être des fondations qui se joignent à nous pour venir renforcer nos gestes. Alors, jusqu'à maintenant, par exemple, on a eu quelques rencontres et de la part du gouvernement du Québec, on a déjà mis 1,6 million là, pour des priorités jeunesse, pour des places en CPE, pour aider des organismes qui sont avec lesquels on doit travailler, qui connaissent bien le terrain, et puis les aider là, à mieux agir, mais dans un esprit de concertation et de coordination en intégrant dans tout ça là, le gouvernement. Alors, c'est quelque chose d'important qui est en train de se faire parce que l'objectif, c'est vraiment d'assainir le milieu,
on a vu que de la violence extrême là qui s'est produite. Ce n'est pas que la police qu'il faut mettre, qu'il faut déployer. Il faut aussi il faut aider le tissu social. Il faut remailler le tissu social pour que les gens se sentent en sécurité, puissent s'épanouir, autant les jeunes que les plus âgés, puis que les mères ne soient plus inquiètes lorsque leurs jeunes sortent dans la rue. Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Merci beaucoup et au plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, à vous aussi. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Depuis le début de la pandémie, les organismes communautaires familles ont maintenu leurs services aux familles et ils ont dû ajuster, adapter leur façon de faire. Pour en parler, je reçois pour une seconde fois Madame Marie-Ève Brunet-Kitchen, directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Madame Brunet-Kitchen, bonjour. Bon matin. Alors, je vous reçois une seconde fois parce que je crois vivement que le travail et les efforts que des organismes communautaires ils méritent. Et aujourd'hui, j'aimerais ça peut-être que vous nous donnez plus d'informations sur les services offerts par les ECF depuis le début de la pandémie. S'agit-il des services, des nouveaux services ou des services habituels? Oui, tout à fait. Donc, les organismes communautaires familles, il faut savoir en premier lieu qu'il y en a, on en compte environ 280 à travers les 17 régions administratives et qu'ils offrent des services pour les familles ayant des enfants soit de 0,5 ans, d'autres vont jusqu'à du 0,17 ans et d'autres vont même jusqu'à du 100 ans. Donc, les services offerts varient d'un OCF à l'autre en fonction des besoins de la communauté. Donc, il y a, depuis le début de la pandémie, une panoplie de services qui se sont développés en fonction des besoins, justement, des pères, des mères et des enfants de chacune des communautés. Donc, il y avait des services déjà existants. On peut penser aux haltes répit, aux haltes garderies, à des ateliers, par exemple, qui favorisent le lien parent-enfant, de la préparation à l'entrée à l'école, par exemple. Mais il y a également toute une panoplie de services qui se sont développés de façon virtuelle. Donc, ça peut être des contes, de l'éveil à la lecture, par exemple, des rencontres entre parents pour échanger également sur ce qu'ils vivent, mais également sur les bons coups, les bonnes pratiques qu'ils ont développées, que ce soit, par exemple, en matière de conciliation famille-travail, dans le cadre de la pandémie. Donc, c'est vraiment un arrimage, je vous dirais, entre les services plus habituels qu'on retrouve dans les organismes communautaires familles et également une adaptation de celui-ci à la réalité et la réalité sanitaire, mais également la réalité que vivent les familles actuellement. On sait que la pandémie a affecté plusieurs personnes. Pouvez-vous nous parler des formes d'exclusion sociale que certaines personnes en situation de la pauvreté ont vécues, où ils vivent? Oui, tout à fait. Donc, la pandémie est bel et bien venue exacerber des formes d'exclusion sociale chez plusieurs familles. Il est important de se rappeler que n'importe qui, cependant, à divers moments de sa vie, peut se retrouver en situation soit de vulnérabilité ou de déséquilibre, et ça pour différentes raisons. Donc, toute personne peut vivre des situations de déséquilibre et personne ne traverse la parentalité sans se poser aucune question. Maintenant, une fois cela dit, plusieurs familles ont vécu leur lot de défis. On peut penser évidemment à l'isolement que plusieurs familles ont vécu. Plusieurs organismes communautaires familles nous rapportaient justement que certaines familles ont eu des appréhensions face à des craintes face à sortir tout simplement de la maison, être en relation avec d'autres. Donc, il y a eu tous les retraits préventifs également des enfants face à l'école. Le télétravail a également amené moins de relations humaines et sociales chez nombreux parents. Donc, il y a eu beaucoup d'isolement qui s'est vécu. Il y a évidemment un affaiblissement important du filet social également autour des familles, que ce soit
pour une question d'accessibilité limitée à certains services, compte tenu évidemment à des services institutionnels privés qui étaient débordés ou fermés, tout simplement. Donc, il y avait évidemment un affaiblissement ici important. Des problèmes financiers sont venus s'ajouter également, qui sont venus exacerber en fait les enjeux que vivaient les familles. On peut parler évidemment de perte de revenus, d'endettement, de perte d'emploi. Et donc, évidemment, dans une période en plus où il y avait une hausse de certains besoins, qu'ils soient vestimentaires, qu'ils soient aussi le plan de l'hygiène, du besoin de répit. Et finalement, il y avait aussi tout le niveau technologique aussi qui était un enjeu pour plusieurs familles. On peut penser aux périodes justement de télétravail ou d'école à distance. L'accès, par exemple, aux technologies ou à Internet pouvait être un frein important aussi. Donc, ces éléments-là sont venus évidemment mettre en lumière des difficultés que plusieurs familles ont vécues. Soyons honnêtes, on peut le dire sans citation, que ça n'a vraiment pas été une année facile pour nombreuses familles. Selon un sondage effectué par l'Observatoire des Tout-Petits, 79% des parents d'enfants de 0,5 ans ont déclaré n'avoir utilisé aucun service aux ressources de soutien. Selon vous, quels seront les obstacles qui ont pu empêcher les parents de demander de l'aide ou utiliser un service communautaire? Tout à fait. Donc, en fait, selon plusieurs études, il y a différents types de barrières qui peuvent diminuer l'accès, en fait, aux différentes ressources. Donc, les trois principales barrières que nous, on identifie sont les barrières comportementales. Donc, les premiers obstacles, c'est ce que nous-mêmes, nous pensons d'une ressource ou le fait qu'on a peur d'être jugé à utiliser une ressource. On peut se dire, c'est pour les gens, par exemple, qui ont un faible revenu ou que ça ne va vraiment pas bien. Et donc, on se limite dans notre accès aux ressources. Donc, ça, c'est les premières barrières qu'on identifie de façon assez régulière. Et je le répète, je l'ai mentionné en tout début, toute personne, tout parent, père et mère peuvent se retrouver en période de déséquilibre à tout moment de leur vie familiale. Et donc, cette barrière-là, on invite évidemment les gens à essayer de passer par-dessus pour justement oser prendre le téléphone ou se rendre physiquement, dépendant là, de votre secteur et de la ressource, vers les bonnes ressources. Donc, ça, c'est pour les barrières comportementales. Il y a évidemment les barrières physiques, l'accessibilité du lieu. Par exemple, je pense à certains organismes communautaires familles où des familles doivent faire, par exemple, une demi-heure, 45 minutes de route pour s'y rendre, ou que ce soit vers d'autres types de ressources institutionnelles de type CIUS ou autres. Donc, c'est certain que cette barrière physique-là peut jouer également sur la capacité, la volonté, la possibilité d'aller chercher du soutien. Et finalement, bien évidemment, il y a la barrière de temps. On peut penser à des parents qui, justement, ont eu à travailler de façon importante et à essayer de faire l'école à distance en même temps. Et il se pourrait qu'eux, on venait à se dire, les périodes d'ouverture des services, c'est les périodes où moi, je suis très occupée, donc je n'ai pas accès à ces ressources-là. Heureusement, aujourd'hui, on a réussi à avoir différentes ressources qui se sont mises en place pour venir pallier, entre autres, à cet enjeu-là. Je pense à nos partenaires Ligne Parents, par exemple, qui sont un service d'intervention d'urgence 24/7. Je pense également à un service qui est né de la pandémie qui s'appelle Priorité Parents, que vous pouvez retrouver en ligne, qui est vraiment une ressource qui fait le trait d'union entre les parents et les différentes ressources. Donc, si comme parent, vous cherchez quelles sont les bonnes ressources pour vous et que vous souhaitez parler avec un intervenant qui peut vous aider, vous accompagner, vous pouvez communiquer avec Priorité Parents sur le site de la fqocf.org. Et nous avons même, je vous le donne en primeur, un nouveau numéro de téléphone où il est possible de laisser un message pour être soutenu par un intervenant, qui est le 1-844-397-2695. Donc voilà, si vous voulez bien le répéter, Madame Bruni-Coutu. Donc c'est des barrières qui sont importantes auxquelles évidemment le milieu tente de répondre, de pallier. Mais nous avons également comme fédération fait un appel aux influenceurs, aux décideurs pour faire connaître également les ressources, parce que des fois c'est tout aussi simple qu'une méconnaissance, quand on ne sait pas que quelque chose existe, on n'est pas évidemment porté à aller vers la ressource. Donc évidemment on a tous un rôle comme citoyen, comme influenceur, vous à la radio actuellement, comme décideur, on peut penser à nos politiciens par exemple, pour faire connaître justement ces ressources-là, surtout dans le contexte que les familles vivent actuellement.
Tout à fait. Madame Marie-Ève Brunet-Kitchen, directrice générale de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Je vous dis joyeuses fêtes, bonne année et puis merci de votre engagement. C'est un plaisir. Merci beaucoup et je vous souhaite un doux temps des fêtes. Merci. De retour à l'émission Racine. On continue nos rencontres avec les différents paliers du gouvernement et j'ai le plaisir de recevoir Madame Soraya Martinez-Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et aussi députée de Hochelaga. Madame Martinez, bonjour. Bonjour. Je commencerai peut-être par un enjeu qui fait actuellement la une, c'est la question de la langue française. Vous avez reconnu la fragilité du français au pays et le gouvernement provincial prévoit déposer une version plus musclée de la loi 101. Jusqu'à quel point le gouvernement fédéral peut aller pour peut-être diminuer la fragilité du français au pays? Ben, c'est une bonne question. Puis vous savez, moi, comme moi-même, étant une fille de la loi 101, une immigrante qui a appris le français ici au Québec, je considère je considère que cette loi est importante pour le Québec. Elle l'a été. Puis il faut s'assurer qu'on travaille tous ensemble pour s'attaquer au déclin du français. Maintenant, ce que je trouve quand même vraiment important, c'est le geste que le gouvernement fédéral a fait, c'est-à-dire que pour la première fois, le gouvernement fédéral a reconnu qu'il y a un déclin du français, puis que la fragilité du français est aussi due au fait qu'il c'est une langue minoritaire en Amérique du Nord. Et donc, la loi sur les langues officielles doit prendre en considération cet élément qui est tout à fait important si on veut préserver aussi éventuellement à l'avenir que notre pays continue d'être un pays bilingue. Il va falloir qu'on augmente le français puis qu'on s'attaque à la fragilité du français. Maintenant, pour ce qui est de Québec, je sais que ma collègue Mélanie Joly travaille très fort avec Québec pour avoir des discussions sur comment on va le faire, chacun dans nos juridictions, parce que vous savez que on est tout à fait d'accord avec Québec sur la fragilité du français. Donc, on est d'accord sur l'importance qu'on doit y accorder dans la loi sur les langues officielles qu'on va déposer, que Mélanie va déposer une fois que la réforme de la loi va être prête à être présentée. Le gouvernement canadien a annoncé un deuxième appel de proposition de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, et ce, à travers 3 intermédiaires, dont le groupe 37 de chez nous. Quelles sont les attentes et les objectifs de cet appel de proposition et aussi la spécificité de ce second appel de proposition? Bien, tout d'abord, c'est quand même important aussi, encore une fois, de reconnaître que le gouvernement canadien, pour la première fois aussi, fait un programme spécifique pour les communautés noires. L'objectif du second appel, qui est un montant de 2,6 millions de dollars qui a été consacré, en fait, à renforcer les organismes dans leur gouvernance, parce qu'un organisme qui est bien géré, qui est bien organisé, va assurer sa stabilité et à ce moment-là, va être efficace et pouvoir justement bien croître et bien se développer comme entreprise. C'est aussi une occasion de sensibiliser la population locale aussi, puis au niveau national, sur le fait qu'il faut travailler ensemble pour enrayer le racisme systémique, puis qu'on est résolument dédié et déterminé à le faire avec les communautés noires. Le programme de régularisation des demandeurs d'asile est lancé. Pouvez-vous nous dire pourquoi il est-il réservé aux demandeurs d'asile ayant travaillé dans le domaine de la santé et n'est pas élargi à d'autres travailleurs ou à d'autres personnes qui travaillent dans des usines ou terrains agricoles? Mais tout d'abord, pour nous, c'est important d'avoir un programme qui permettait de régulariser le statut des demandeurs d'asile qui ont, comme vous le savez, pendant cette pandémie, qui le font encore aujourd'hui, mettre leur vie en danger et se sacrifient pour que l'ensemble des populations soient en santé. Pour ce qui est du choix qui a été fait dans ce programme, vous savez, c'est un travail qu'on a fait notamment ici avec la province du Québec. On s'est arrêté aux gens qui ont donné une aide directe aux patients pour justement donner un cadre plus défini au programme. Et on vient d'ailleurs de l'annoncer, le programme, les lignes directrices du programme ont été annoncées il y a moins de 2 semaines. Les gens vont pouvoir dès maintenant pouvoir appliquer à ce programme.
Le gouvernement, dans un autre sens, je parlerai aussi de logement. Le gouvernement fédéral a conclu une entente avec le Québec. Comment cette entente va répondre aux besoins des villes comme Montréal, qui vient de présenter une nouvelle mesure dans son règlement sur l'inclusion en matière d'habitation? Ben, écoutez, c'est une entente quand même historique qu'on a fait avec Québec. C'est un programme conjoint de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans, donc 1,8 milliard qui vient du fédéral. Puis ça va servir, entre autres, à financer des projets de construction, de rénovation avec l'ensemble de la province. Mais à Montréal, c'est sûr qu'à Montréal, la situation, comme dans les grandes villes partout dans le monde, présente un défi quant à la crise du logement. Et il faut non seulement aider les gens qui ont besoin de logement, mais aussi aider les gens en itinérance. Puis à Montréal, on a d'ailleurs fait une entente avec Montréal où on leur a donné 56 millions pour un montant d'urgence pour aider à donner des refuges pour l'hiver, notamment aux gens qui sont les plus vulnérables et qui sont en état d'itinérance. Pour ce qui est des projets de logement, c'est sûr que ce qui est intéressant dans le volet des grandes villes, c'est qu'on va être capable aussi de travailler avec des organismes à but non lucratif pour avoir des projets qui sont vraiment dédiés dans les quartiers à Montréal pour répondre à des enjeux locaux aussi au niveau de logement. C'est une excellente nouvelle, puis moi j'ai vraiment hâte, en tout cas comme députée de Hochelaga, j'ai vraiment hâte de travailler avec les organismes locaux pour arriver à faire des projets qui correspondent aux besoins locaux. Donc non, c'est une très bonne entente. OK. C'est clair que le gouvernement fédéral a une vision différente sur le racisme de celle du gouvernement du Québec. Comment pouvez-vous atteindre vos objectifs dans la lutte du racisme systémique en absence d'une collaboration de la part de vos homologues provinciaux? Mais je serais pas d'accord sur votre constat de dire qu'il n'y a pas de collaboration avec Québec sur cet enjeu. Moi, je pense que au-delà de la sémantique qui est utilisée par Québec ou pas, nous, on travaille avec Québec sur plusieurs enjeux. On collabore bien avec Québec sur plusieurs enjeux. Je pense que les médias aimeraient bien qu'on soit en chicane avec Québec, mais on ne l'est pas. Puis sur plusieurs dossiers, on a une excellente collaboration. Puis je pense que, par exemple, le programme qu'on a fait au niveau des communautés noires sur les entrepreneurs noirs, c'est une façon aussi de travailler sur l'arraiement du racisme systémique. Je pense que Québec vient de présenter leur programme et leur plan d'action au niveau du racisme systémique. Il y a plusieurs choses là-dedans sur lesquelles le gouvernement fédéral travaille déjà et on va pouvoir travailler avec Québec pour les aider, pour les soutenir et collaborer avec eux là-dessus. Avant de vous souhaiter joyeuses fêtes, une dernière question. Est-ce qu'on va aller aux zones l'année prochaine? Mais vous savez, on est dans un gouvernement minoritaire. Ça peut arriver n'importe quand, sur n'importe quel enjeu. On peut se retrouver dans la Chambre des communes à se retrouver directement en élection. Moi, je pense que l'important pour nous en ce moment, c'est de continuer à travailler sur la question de la pandémie. Vous le savez, on a un vaccin. On travaille avec les provinces sur le déploiement de ce vaccin. On travaille éventuellement aussi avec la ministre des Finances sur un budget pour travailler sur la relance socio-économique du pays. Je pense que le plus important en ce moment, comme question à se poser, c'est ces questions-là. Parce qu'au bout du compte, le plus important, on le voit au Québec actuellement avec les chiffres qui augmentent sur la pandémie, elle n'est pas finie. Et on doit rester vraiment concentré sur ces enjeux-là avant de penser à aller en élection. Soraya Martinez-Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée d'Hochelaga. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci et joyeuses fêtes à vous et à tous vos auditeurs. Merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui nous marquons les premiers 100 jours de l'émission Racine. Grâce à vous, nous progressons et nous continuons à répondre à vos curiosités, à vos attentes. Je tiens à remercier ma formidable équipe, Rawan, Houda, Zakaria et Ali, et bien sûr mon complice au studio, Ronedi à la régie. Je vous donne un rendez-vous d'ici le mois de janvier prochain. D'ici là, je vous souhaite joyeuses fêtes et bonne année.